Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes aux têtes de course à Nyon pour notre traditionnel premier bloc, le Before. Comme tous les vendredis, première diffusion 18h, deuxième diffusion 20h, puis sur notre programme sur YouTube, Planète Hockey Center. Encore une fois, nous allons parler de l'actualité de la semaine passée, enfin de la semaine qui se termine gentiment. Et puis nous parlerons également un petit peu de ce qui va se passer ce week-end. Et c'est un week-end absolument passionnant qui va nous occuper jusqu'à dimanche. Il y a des matchs maintenant tous les jours, que ce soit en National League, en Swiss League, etc. On est vraiment en période pré-playoff. C'est quasiment des playoffs d'ailleurs maintenant. Tous les matchs sont tous les matchs sont toujours importants, mais on sent maintenant la pression de fin de championnat avant la qualification pour les playoffs ou les pré-playoff. Alors, le premier bloc avec aujourd'hui Laurent Perroton. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bonsoir Christian Ponty. Bonsoir Lucas. Bonsoir Michael Ngoy. Bonsoir. Comme d'habitude, on va d'abord demander, on commence avec Ponty. Allez, alors allons-y Ponty. Que voulez-vous nous proposer aujourd'hui si on a le temps? Moi je parlais juste déjà des faits marquants. Pour moi, cette semaine, il s'est quand même passé la confirmation de Bikoff à Fribourg. Ouais. Il y a une grosse victoire de New Jersey en NHL avec un duo suisse, un derby suisse, pardon, Ouais. avec un Nico Hischier face à Fiala. Ouais. Et puis, c'est passé un peu inaperçu, mais c'est pas anodin, je pense, pour la suite. Yanis Moser fera les championnats du monde. Et ça veut dire que comme c'est parti, Yossi aussi. Donc on risque d'avoir un bon pipi. Et c'est une bonne nouvelle. Voilà. Allons-y, est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention? C'est visiblement moins oui, cette semaine. Moins, forcément, on n'avait pas tellement grand-chose à se mettre sous la dent. Alors moi, j'attends impatiemment ce week-end parce qu'il peut être décisif pour pas mal d'équipes, autant pour cette lutte pour la 6e place que pour cette 10e place. Alors vraiment, j'ai hâte d'être à tout à l'heure pour vraiment zapper entre tous ces matchs. Ouais. Allez, Laurent. Moi j'ai retenu faire un retour sur les matchs de mardi et mercredi. Moi j'ai particulièrement suivi Zurich et Zug puisqu'on a l'affiche dimanche à l'Aimant Bleu. Ensuite, je voulais revenir sur les matchs à venir Scademica et surtout sur la performance des joueurs suisses en NHL. J'ai regardé le tableau des scoreurs, c'est quand même hallucinant ce qui se passe là et vraiment c'est très très impressionnant. Et alors une fois pour changer, on abordera peut-être la NHL assez rapidement, mais on va commencer avec notre casque d'or et notre casque de plomb. On y va avec le casque d'or et je vous laisse la parole Laurent. Alors moi j'ai regardé le match Zurich justement comme j'expliquais Genève et j'avais émis des doutes sur l'attitude et sur les performances dans la constance durant les matchs d'Alexandre Texier. Et là, il a été phénoménal. C'est-à-dire 2 goals, 2 passes, mais c'est surtout un début de championnat difficile avec parfois de l'agacement. On le sentait agacé, peut-être pas très heureux d'être là finalement. Et là, pour moi, c'est son match référence, son meilleur match. Et le joueur de NHL de Columbus a été intense, décisif et constant avec beaucoup de hargne. Il a été hargneux tout le match et il a porté son équipe et surtout dans les momentum du match, il a mis des goals ou des assistances très importantes. On a vu le vrai Texier en fait. On a vu le Texier qu'on attendait par rapport à ses qualités individuelles dans la NHL. On l'a vu sur ce match-là et sur 60 minutes surtout. Vous le connaissez mieux, c'est le comportement d'un joueur qui sent arriver les playoffs, quoi. Oui, c'est ça. Et puis c'est surtout, peut-être, on parle souvent de ça, mais c'est un jeune joueur. L'acclimatation, un nouveau club, un changement de coach, une déception par rapport à sa venue en Europe. Il y a plein de paramètres qui font que tu peux moins performer. Mais là, sur ce match-là, contre le leader du championnat, il a été extrêmement dominant. Ouais. Et Kalen de Goy, quand je parle de joueur de play-off par rapport à un joueur de saison régulière, vous êtes d'accord avec ce genre de remarque ou un joueur reste un joueur, point barre? Oh non. Vous étiez un joueur de play-off? Je pense que oui. Dès qu'il y avait l'intensité physique, c'était pour toi. En fait. J'étais un défenseur défensif, donc je pensais être assez régulier autant en championnat régulier en playoff. Non, mais vraiment, on connaît. On sait qu'il y a des joueurs qui vont faire 45-50 points toute la saison. Quand il n'y a pas vraiment, entre guillemets, d'enjeu, ils sont là. Et puis, dès que les choses sérieuses commencent, on ne les voit plus. Je ne citerai pas de nom, mais c'est une discussion qu'on avait souvent toutes les saisons dans les vestiaires. Lui, on sait que c'est un joueur, lui, c'est un joueur de play-off, lui, c'est un joueur de championnat régulier. Du mois d'octobre, du mois de novembre. Exactement. Puis honnêtement, c'est vrai que avoir l'image de
joueur de championnat régulier, c'est assez péjoratif, parce que c'est bien beau de finir la saison avec 40 points, mais si derrière, parce que finalement, les fameux joueurs de beau temps. Exactement, donc à voir, mais c'est vrai que Texier, moi ce qui me dérangeait un petit peu, c'était un petit peu son body language, comme tu disais, c'est vrai que son attitude. Il n'arrivait pas à lever les bras à l'arbitre. Exactement. Des mauvaises pénalités aussi, des très mauvaises pénalités. Et surtout à son âge, quoi. Je veux dire, quand t'es pas content quand tu marques, il a l'air d'être blasé un tout. Mais c'est un des joueurs, parce que c'est vrai que Zurich un peu une saison en dents de scie, mais là. Finalement, ils sont 4e au championnat, donc ce sera une équipe qu'on attend au tournant. Et puis il y a des joueurs du calibre de Texier, je pense qu'ils préfèrent la différence. On avait parlé de l'efficacité offensive. Il faut rappeler qu'il y a Hollenstein et puis André Ghetto qui sont des joueurs suisses dominants et très importants en termes de scoring qui ne sont pas là. Donc il a pris ses responsabilités contre le leader du championnat. Donc c'était un bon test aussi pour Zurich. Ouais. Et concernant Michael Ngoy, moi je pense que vous aviez quand même aussi des aptitudes offensives. D'ailleurs, ça vous arrivait quand même de marquer des buts de temps en temps. Et même, je ne sais pas s'il s'en souvient parce que ça date quand même de quelques années, mais je l'avais challengé. Et je dans le train. Tu m'as challengé dans le train, c'est juste, on s'est parlé dans le train. Exactement. Et j'avais dit, le jour où tu mets 3 buts dans le match, eh bien tu me montres dans ma cabine de commentateur et tu dis, ça c'est pour moi. Ouais, je m'en souviens très bien. Challenge raté, mais ça va. J'ai essayé de booster, quoi. Ouais, mais 3 buts pour un défenseur défensif. Oui, mais c'était un joueur exceptionnel. Rien n'était impossible. Moi, je me avec souviens que tu avais mis un goal très important en finale contre Berne. Attends, c'était quart de finale. Ouais, 2007, tu as eu un winning, exact. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, jusqu'à ce que Hans Kosman arrive, j'étais assez offensif. C'est vrai que je faisais pas mal de montées. Après, on va dire que le hockey était un petit peu différent. Après, les systèmes ont un petit peu changé à partir de 2010. C'est vrai que au bout d'un moment, maintenant il y a l'accès à la zone médiane et c'est là, elle est vraiment bouchée. Alors avant on voyait par exemple les bonnes années de Christian Dubé, on le voyait prendre le puck derrière le goal et puis faire toute la patinoire. Alors, tous ceux qui étaient rapides, ça marchait bien. Mais après avec ces systèmes 1-3-1, 2-3, maintenant ça, on bouche. Et là maintenant, les joueurs qui sont rapides, ils n'arrivent pas à faire toute la patinoire. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu Hans Kosman qui est arrivé, il m'a donné un job un peu plus défensif que j'ai accepté. Plus de rôle en fait. Exactement. Et puis vu qu'on a eu du succès, moi je me dis je l'ai pris avec plaisir. Et puis c'est ce qui m'a permis aussi de jouer assez longtemps parce que un défenseur défensif, si tu fais le boulot encore défensivement et tu le fais bien, c'est recherché et puis tu peux le faire longtemps. En plus, tu étais un défenseur défensif qui prenait peu de pénalités. Parce que le problème, c'est qu'il y a des défenseurs défensifs qui sont tout le temps gentil. Non, parce qu'il était physiquement très fort. Parce que vous voudriez aller avec lui dans la bande là? Non, mais c'est ça. Parce que le problème, c'est que tu peux être un défenseur défensif, mais qui met des charges. Toi, tu faisais plus. Physiquement, tu étais dur au contact, mais tu mettais pas des charges méchantes. Non. Et du coup, tu étais peu pénalisé. Donc mais l'avantage que j'avais, c'est que j'ai pas d'énormes qualités, mais la qualité que j'avais, c'est que j'étais rapide. Je me faisais rarement battre à un contre 1. En ligne droite. Exactement. Et les peu de fois où je me faisais battre, j'arrivais toujours à revenir. Alors, c'est pour ça que j'ai moins besoin d'utiliser mon corps pour gagner mes duels. Et puis dans les bandes, t'étais rude quand même. Vous avez un casque d'or à nous proposer? Alors moi, j'ai regardé assez attentivement le match Zug-Langnau jeudi. Mercredi, pardon. Kovar, il est sur les buts et tout. Ils ont gagné 5-2. Il a 5 points. Comme un joueur de play-off. Exactement. Il a été assez critiqué jusqu'à mi-saison. C'est vrai qu'il n'était pas flamboyant, mais on regarde maintenant, je crois que c'est 45 points. Alors que l'année dernière, il avait 43 points. À la fin de la saison régulière, maintenant, il n'en a pas fini, il reste encore des matchs. Il a déjà 2 points de plus. Absolument. Et surtout qu'on voit le Zoug. 3 points de Fribourg. 3 points de Fribourg, un match en moins. Ouais, ça chauffe. Et c'est 4 matchs de gagner d'affilée. Donc Kovar n'y est pas pour rien. Et pour moi, c'est vraiment clairement mon casque d'or cette semaine. J'admets que j'ai eu une lecture optimiste du classement vu sous l'angle fribourgeois. Christian Ponty, quand vous aurez fini, quand vous n'aurez plus la bouche pleine, allez-y avec votre casque d'or. Non, parce qu'il vient ici, il bouffe lui. Non, mais parce que j'ai pas mangé avant. On mange bien aussi. En plus. On mange bien, c'est vrai. Alors moi, mon casque d'or, c'est pour le Lausanne Hockey Club. Parce que en fait, ce qu'il faut quand même dire sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires. Et surtout, ils avaient pris une grosse tôle contre Genève et ils se sont bien relevés. Et moi, j'ai remarqué quand même une chose, c'est que effectivement, ce qui fonctionne bien depuis un certain temps, c'est quand même le système défensif. Et puis moi, j'aimerais quand même donner crédit à Pete Anderson, parce que typiquement, un joueur comme Gernat, on parle plus de ces grandes envolées offensives sous la période Svoboda, mais aujourd'hui, c'est un très bon défenseur défensif.
Et par exemple, à Davos, ils font un match exemplaire avec un Lurikainen bon, mais attention, bon, avec une équipe qui joue très défensif devant lui, mais il est sobre. Il respire la sérénité parce qu'effectivement, devant lui, ça joue bien. Je pense que globalement, Lausanne, ils ont gagné en régularité au niveau défensif et c'est ce qui les fait gagner en ce moment. Et ils ont le mérite de s'accrocher. Et puis, dans Lausanne, je voudrais quand même rajouter un gars comme Boson. De nouveau, chaque fois des grosses fins de saison. Des goals très importants. Voilà, et aussi, c'est chaque fois, quand on arrive à cette période de l'année, il ressort. Genadzi va mieux. Globalement, je pense que Lausanne mérite un casque d'or sur la régularité et puis ses performances font que regardez où ils sont au classement. Sur leur performance à Davos, parce que gagner à Davos en ce moment, exact, très dur. C'est très très difficile. Et surtout que Davos était sur 4 victoires d'affilée et pas des moindres. Donc moi je pense que c'était le moment de le donner à Lausanne. Bien, de mon côté, casque d'or et en même temps casque de plomb, parce que je me suis creusé la tête cette semaine pour trouver quelque chose, mais je me doutais bien que vous alliez parler de tout ça, donc j'ai essayé de chercher autre chose et j'ai pas trouvé. Donc je vais me contenter d'une petite anecdote que j'ai découverte aujourd'hui, mais en fait ça fait déjà quelques jours que ça a eu lieu. C'était en Finlande. C'est un joueur de l'équipe de S7 Pori, club de première division. Je vous cacherai son nom par correction. Et en fait, c'était juste après les fêtes de fin d'année. Avec l'équipe, ils ont décidé d'aller faire un entraînement facultatif. Ils ont demandé les clés de la patinoire. On leur a accordé les clés de la patinoire. Ils se sont installés avec les cages sur la glace, etc. Et il a fallu fixer les cages. Il est allé chercher la perceuse, ce joueur. Et le problème, c'est qu'il a percé un petit peu trop bas. et il a percé dans le système de refroidissement. Résultat, la patinoire inutilisable pendant 4 jours, parce que vous savez qu'avec c'est dangereux, quoi. C'est dangereux. Ouais. Donc voilà, c'était juste pour l'anecdote. Je trouvais ça rigolo. Donc c'est en même temps pour la valeur de l'anecdote, c'est mon casque d'or, mais évidemment c'est également le casque de plomb parce qu'il fallait faire attention. Voilà, casque de plomb, Laurent. Moi j'en ai cette semaine, il y a rien qui m'a vraiment marqué. Donc du coup, c'est tant mieux. Hein, c'est qu'il y a des choses positives qui se passent dans le hockey. Il n'y a pas de problème d'arbitrage. Tout s'est correctement passé. Donc on voit que tout est sérieux. Tout est bien appliqué. On voit dans les médias qu'il y a par exemple, Ambry qui rappelle Claude Julien. On essaye de mettre tous les moyens de son côté pour avoir des performances sur les 4 derniers matchs. Ouais, c'est le 3e séjour de Claude Julien en Léventine. Ça apporte quoi selon vous? Toute son expérience, je pense que... Mais à quel niveau? Parce que Sereda, c'est quand même pas un néophyte. Bien sûr, mais le fait d'avoir quelqu'un, une présence comme ça, avec... ça rassure. Avec vraiment sa réputation, autant pour les joueurs, il faut des fois qu'on amène du sang neuf. Il y a une motivation, je ne vais pas dire supplémentaire, mais différente pour les joueurs. Et puis là, ils savent que c'est la dernière ligne droite, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas souper. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas seulement qu'ils aimeraient faire les pré-playoffs, on sait, mais il y a aussi la 13e place qui est juste derrière. C'est chaud. Donc c'est chaud dans les deux sens. Le défi est double. Tu n'as pas envie de finir en vacances, tu as envie de finir en pré-playoff, mais aussi parce qu'après, excusez-moi, mais un best of 7 les play-outs face à Joie. Vaut mieux éviter. Vaut mieux éviter. Puis je pense que statistiquement, depuis qu'il a été là, les peu de fois où il a été là, ça s'est super bien passé. Donc vraiment, je pense que de la part du coaching staff, c'est très très intelligent de demander de l'aide, parce que là, c'est vraiment une demande d'aide. Et puis il ne faut pas avoir honte à demander de l'aide quand il faut, parce que là, ce sera vraiment très précieux. Ouais, puis il faut quand même pas oublier. C'est un œil extérieur. C'est toujours intéressant d'avoir un œil extérieur d'un spécialiste. Il ne faut pas oublier que Claude Julien, il a gagné la Stanley avec Boston. Un œil extérieur, mais qui connaît, parce qu'il a déjà c'est une 3e fois, donc du coup, c'est important. Exact. Et je pense que s'il revient pour la 3e fois, déjà, ils se sont rendus compte qu'il a amené quelque chose. Il y a de la confiance. Voilà, exactement. Et puis, je pense aussi, des fois, simplement, quand c'est des matchs aussi importants, quelqu'un qui, en guillemets, implémente tes décisions, qui disent va là-dessus. Je pense que ça peut t'aider. Ça met de la confiance au coach dans ses discours, etc. Donc, en plus, c'est malin parce qu'il vient 3 fois, tu payes pas un coach toute l'année. Et puis du coup, je pense que Claude Julien aussi a du plaisir. Sans doute, autrement il ne viendrait pas. Voilà. Donc ce qui est sympa, c'est la photo que vous pouvez découvrir sur planethockey.com où vous avez le banc Léventin avec Sereda, avec Claude Julien et avec Matt à côté. C'est quand même une photo assez sympa pour le championnat de Suisse. Vous aviez quand même un casque de plomb, Michael. On en discutait avant hors micro. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais pour en citer un, on a vu récemment dans les news que Söderholm à Berne pourrait quitter
à la fin de la saison. Donc déjà moi, mon premier point d'interrogation, c'était de l'avoir engagé, alors que Berne était sur une petite série de victoires. Et puis je crois que juste avant la pause, ils avaient fini contre Zurich, un match gagné 4-2 et puis qu'ils l'avaient licencié. L'entraîneur. Ils perdaient puis ils ont gagné le match. Exactement. Et ils étaient 7e. Et puis excusez-moi, Berne aujourd'hui ne vaut pas mieux que 7e. Et le fait déjà d'avoir licencié, d'avoir engagé un autre entraîneur sur un contrat, en tout cas une année ou deux. Oui. Et puis maintenant on parle déjà qu'ils veulent partir. Ils partiraient à Munich. Exactement. Alors moi, Berne, pour moi, casque de plomb, juste par rapport à ces news qui sont sorties. Bon, après, vas-y. Ouais, juste pour dire, Söderholm, moi, c'est le chaud et le froid. Hein. Il a fait une autre très fracassante au match contre Genève avec tactiquement une équipe qui a joué incroyable, qui a mis 6-1 à Genève. Enfin, c'était juste incroyable. Mais derrière, il a eu aussi des décisions un peu contestables et puis qui n'ont pas été payantes. Alors tactiquement, je pense que c'est un gars qui a des valeurs. Mais après, est-ce qu'il a vraiment les joueurs pour appliquer son système comme il le faisait avec l'équipe d'Allemagne ? Parce que c'est clair qu'en play-off, si son système est appliqué et puis que les joueurs sont concentrés, ça peut faire mal. Alors, c'est pas définitif, hein. Pour l'instant, c'est... Mais en tout cas, les Allemands étaient très vexés qu'ils se soient fait débaucher. Hein. Ça, c'est sûr. Pas l'oublier. Mais maintenant, peut-être que Berne se dit ça serait peut-être pas si mal de s'en débarrasser. Moi, je crois pas. Moi, je veux rajouter là-dessus. Moi, ce qui me dérange chez Söderholm, le seul truc qui me dérange, c'est qu'il ne met pas Chris Di Domenico en tribune. Par rapport à son attitude, son langage du corps et puis surtout ses performances. Et là, ils ont fait un très bon choix avec Tevez. Il y a Jelina qui va revenir dans le line-up, il y a Sévure qui revient, c'est le moment de le mettre en tribune, surtout avec le comportement qu'il a eu le dernier match et notamment la prolongation. Ça, il gagnerait des galons et au niveau du public. Après, s'il veut partir, c'est qu'aussi en interne c'est compliqué. Et en interne c'est compliqué et moi il y a quelque chose qui m'agace profondément depuis quelques années à Berne, c'est de perdre des bons joueurs. Pour moi, Colin Gerber, qui va sans doute partir à Rapperswil, je ne sais pas si ça a été annoncé ou pas, mais il y a quelqu'un qui me l'a énoncé. C'est des joueurs comme ça que tu dois garder et que tu dois développer. Il est grand, il est mobile, tu peux travailler avec et c'est des joueurs de concession et c'est pour ça que je dis toujours ok, la National League, il y a 6 étrangers maintenant, ok, il y a des joueurs emblématiques de ton club, mais les jeunes joueurs, il faut les développer parce que c'est ce qui va t'amener ton futur et surtout ton identité. Et c'est là-dessus où peut-être qu'il y a un problème entre la direction et la vision de Söderholm. Et ce qu'on peut lui reprocher à Söderholm, c'est évidemment ses résultats, mais combien de défenseurs blessés ? Là, il commence à revenir, donc là, on va pouvoir le juger, mais c'est surtout, moi, ce que je lui reproche, c'est sa gestion de Di Domenico. Casque de plomb, Ponty ? Alors, moi, je suis comme les deux autres. C'est compliqué de donner un casque de plomb. Alors, je me suis retranché sur une formule ancienne de notre ami Mladen Simic. J'ai mis un casque de poisse. Ah. Et le casque de poisse, pour moi, il vient à joie. Pouilly, DeVos est fait. Hazen suspendu. Ouais. Et, non, mais c'est juste pour dire. Pouilly, c'est pied cassé. C'est fou. Le Duc, c'est commotion. Et fait, je vais laisser le dos. Et puis après, DeVos, c'est pas entraîné depuis une semaine. Oui. Alors, avant le début des play-outs... DeVos, c'est suite à son check avec son nez ou... Ah ouais, c'est à la tête qu'il a un problème. Hein, il est toujours parmi. Mais puis Pouilly, c'est dommage. Il commençait vraiment à s'affirmer comme un défenseur de Liga. C'est surtout dans la quantité en qualité de l'effectif par rapport aux play-outs. Ils peuvent pas se permettre d'avoir autant de blessures. Et là, t'as pas de solution de rechange. Je sais pas s'ils ont activé des licences B. Ils ont des licences B, mais qui s'entraînent. C'est pas pour le moment. C'est des jeunes joueurs. Okay. Ouais, puis le pire dans tout ça, c'est que après, on a aussi Langnau qui est privé de Michaelis. Même pas sûr encore qu'il fasse les play-outs. Mais si Ajoie ne devait ne pas passer ce tour-là, moi j'ai regardé tous les dangers de fond que je regarde là. Je les vois arriver en force. Ils arrivent là en demi-finale en full confiance. Ils sont assez hallucinants, surtout sur le point de vue offensif. Donc après c'est de la musique d'avenir, mais imagine un certain derby chaud de fond. Non, moi je l'ai dit aussi, mais face à Ajoie diminué. Là, alors moi je suis vraiment derrière Ajoie, vraiment je suis toujours pour le petit poussé. Moi aussi, ça me fait plaisir de les voir. C'est pour ça que je dis que c'est le casse de poisse. Parce que vraiment, c'est vrai que... Des fois tu peux être relégué parce que tes mauvais joueurs, ils sont blessés au mauvais moment. Bien sûr. Vraiment, j'espère. DeVos, c'est une semaine qu'ils ne s'entraînent pas, donc je pense que... Alors peut-être que c'est aussi une mesure
préserver, j'imagine. Ils savent que la saison elle peut être longue. C'est ça. Les 2-3 derniers matchs qui restent maintenant, de toute façon, ils ne sont pas importants pour eux. Donc autant qu'ils entament. Qu'ils se reposent aussi. Exactement, pour la phase finale. Tu sais, pour revenir à ce que tu disais aussi par rapport à Chaux-de-Fonds, c'est des gros gabarits, c'est physique. Et si c'est Langnau a perdu Ekin, on verra ce que ça donne. Il a pris sur le match contre Zug, là il est sorti fin du deuxième. D'ailleurs, Ajoie Langnau, défaite interdite pour Langnau là. Pour rester dans le coup. Absolument. Juste pour info, les jeunes qui devraient rejoindre les rangs d'Ajoie pour les playoffs, ce sont Nelson Chiquet, Haro Termenen et Timur Chianov, le gardien. Voilà, Chiquet, c'est un pur prodige jurassien qui a déjà joué à Fribourg. Il est fribourgeois. Non, mais il a fait ses juniors à Ajoie. Non, il a fait ses juniors à Fribourg. Certains. Certains. Pendant les battles, il venait d'Ajoie. Je te parle tout petit. Ah, mais nous, on parle des juniors élites, etc. Il s'entraînait déjà avec vous quand tu étais là-bas. Moi, j'étais déjà parti, mais après, il s'entraînait, oui. Ouais, exactement. Et puis, il a joué un peu en National League. Oui, absolument. Bien. On parle de NHL. Là, on clôt ce chapitre. Je vous rappelle que nous sommes aux têtes de course à Nyon, toujours à l'occasion de ce premier bloc Before. Alors, parlons un peu d'Amérique du Nord et je vous laisse ouvrir les feux, ou Laurent ou Christian. Je commence, puis Christian, c'est un spécialiste de NHL. Moi, un petit peu moins, mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est déjà de voir le temps de jeu de Siegenthaler. C'est un joueur qui, au début en Suisse, a commencé. Après, il a progressé, il est parti là-bas, il a fait ses armes, mais c'est quand même 20 minutes de temps de jeu en NHL, c'est exceptionnel. Ensuite, quand tu regardes les Suisses, je parle que des goals. Ischier, c'est 24 goals. Fiala, c'est 21 goals. Niederreiter, c'est 18 goals. Et le Sutter, c'est 11 goals. C'est quand même vraiment très très impressionnant. Bon augure, c'est de la bonne pub pour le hockey suisse, quoi. Mais vraiment, et puis ce qui est fou, c'est que cette semaine, à chaque fois que tu ouvrais Internet, ça tombe, goal, et puis tu peux rajouter Yanis Moser, qui est le défenseur le plus utilisé de Phoenix. Exactement. Poste à responsabilité. Bon, après, Josi qui est la grande star, et on revient pas là-dessus, qui est vraiment exceptionnel d'année en année, mais c'est vraiment, surtout au niveau des attaquants et il y a Timo Meyer qui est blessé aussi, qui a énormément de goals. Donc la qualité des attaquants suisses, là, au niveau d'efficacité, c'est très impressionnant. Malgin qui commence un peu à marquer. Donc sympa. Et préciser encore un truc par rapport à Moser, Phoenix qui était annoncé sur les tout bas fonds, ils ont aligné 6 victoires d'affilée dans leur patinoire de 5000 places. Et ça faisait rire tout le monde. Et moi, ça aussi, ça me fait marrer parce que évidemment, c'est pas dans les standards de NHL d'avoir une patinoire de 5000 personnes, mais moi, je pense que tu vois, quand tu es une équipe où on n'attend rien de toi, tu es là juste pour faire la surprise. Et je pense qu'il y a une très bonne ambiance dans cette équipe, c'est que des jeunes. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a un petit poussé en NHL, ça existe, et que Yanis Moser est le joueur le plus utilisé là-bas. Ouais, puis c'est un bon choix, c'est un bon plan de carrière d'être là-bas parce qu'il a beaucoup de temps de jeu et du coup, je pense que son prochain contrat, ça va être intéressant de voir comment il va évoluer, et dans quel club, dans quelle franchise il va évoluer. On pourrait se poser la question, quel serait le temps de jeu de Malgin à Phoenix? Parce qu'au bout d'un moment, le hockey, c'est joué. C'est joué, surtout dans cette ligue-là, bien sûr. La seule question, c'est de savoir la décision de Denis Malgin par rapport à la saison prochaine. Il n'a pas choisi, je crois. Tu dis par rapport à lui, soit parce que c'est sûr, honnêtement, alors je connais maintenant bien le joueur, je vois comment il joue, mais est-ce qu'un jour il arrivera à faire sa place dans les 2 premiers blocs aux États-Unis? Une grosse franchise, À mon avis, non. Non, je suis d'accord, c'est pour ça que je parlais de Phoenix. Mais est-ce que ça vaudrait pas plus la peine pour lui qu'il revienne en Suisse? Et puis, je suis d'accord. Et sinon, vraiment, au niveau des autres joueurs, c'est vrai que Kevin Fiala, il tourne plus à plus d'un point par match. C'est hallucinant. Il a 63 points. 63 points, c'est juste magnifique. Que, comme tu dis, Mika, tiens, un Malgin, s'il continue, il va faire une carrière à la Weber, à 6 minutes de temps de jeu. Exact. Mais je pense qu'il quelque part il va passer un peu de son hockey, à côté de son hockey, je veux dire. Et surtout la qualité du joueur. Si tu compares Weber qui est un joueur défensif et puis Malgin, c'est des gars qui ont besoin de volume de jeu et de temps de jeu. Voilà. Alors le Weber, son choix était vraiment tout à fait normal de vouloir être en tant que défenseur défensif en NHL, c'est normal. Mais là, ses qualités, Malgin il ne peut pas les utiliser. Puis après, il faut aussi parler du côté financier. Parce que, je pense qu'à Zurich, il gagnerait quand même nettement plus.
hors impôts et tout en Suisse que là-bas, mais forcément il allait se donner encore une chance, mais jusqu'à quand il va se la donner, parce qu'après il a plus 22 ans non plus, donc maintenant à réfléchir puis voir comment ce qu'il décide. Ouais, et puis il est tombé sur des marchés où t'as aucune patience. T'as Toronto, si au bout de 3 matchs t'as pas mis un goal, c'est bon, tu étais benché. T'as pas de stabilité, t'as rien. Après, je connais pas sa situation personnelle, mais au bout d'un moment, c'est comme Hoffman, il l'a vite compris, même s'il a été critiqué. Pour moi, je comprends tout à fait ses choix. Moi aussi. Surtout à l'âge où il est allé. Si il arrive à 22 ans, c'est pas la même chose. Si t'es déjà titré, tu connais un autre hockey où tu vis bien, et puis je comprends. D'autres remarques à faire sur la National Hockey League? On aura le temps évidemment d'en parler, et même bien après la saison régulière en Suisse, puisque ça continuera à jouer largement même pendant le championnat du monde. On va passer à l'actualité, mais je voudrais juste avant, vous n'avez peut-être pas eu le temps de découvrir le communiqué du Lausanne Hockey Club qui est tombé en début d'après-midi suite à l'article que nous avons publié, relayé plutôt ce matin, notamment sur planethockey.com. Et voilà donc ce que dit le Lausanne Hockey Club par communiqué. Quand même, on va le répéter parce que c'est important. Nous, de notre côté, nous avons repris l'article de Chris Geiger dans 24 heures, et voici donc la réponse du Lausanne Hockey Club qui a pris connaissance avec stupéfaction et regret d'un article paru dans 24 heures qui relaie des informations infondées venues de Finlande au sujet du propriétaire du Lausanne Hockey Club, Club Group. La direction du LHC note avec étonnement que le journaliste, qui a pourtant passé plusieurs heures à la patinoire au contact du staff administratif la veille de l'apparition de l'article, n'a à aucun moment cherché à se joindre, à la joindre pour obtenir des informations de première main. Voilà. Alors, voici le communiqué. Je vous le lis parce que c'est quand même important comme information. Monsieur Grégory Finger est citoyen suisse, établi depuis plus de 20 ans en région lausannoise. Il possède également des nationalités russes et américaines. Monsieur Grégory Finger a quitté l'Union soviétique il y a plus de 40 ans sans moyens financiers pour vivre aux États-Unis. Monsieur Grégory Finger n'a jamais rencontré la personnalité russe citée dans l'article de 24 heures et n'a aucun contact avec elle. Monsieur Grégory Finger a mené et mène une vie professionnelle parfaitement légitime, ne fait l'objet d'aucune mesure d'aucune sorte et ne figure sur aucune liste de sanctions. Au sujet du conflit en Ukraine, M. Grégory Finger renvoie aux propos tenus le 1er mars 2022 par le président du LHC, M. Patrick Depreux, qui le connaît et travaille avec lui depuis 20 ans. Je peux vous garantir que Grégory est un humaniste et est contre les guerres, notamment lorsqu'elles sont fratricides. Depuis de nombreuses années au cours desquelles M. Grégory Finger est d'abord venu à Malais 2.0 assister au match de LHC en tant que supporter et grand amateur de hockey, le président du LHC Patrick Depreux et le CEO du LHC Group Chris Wolf ont noué avec lui des relations empreintes de confiance, etc. Et donc le LHC note avec inquiétude le timing de cet article à charge qui n'a fait l'objet d'aucune vérification professionnelle digne de ce nom. Enfin voilà, ça c'est la position du Lausanne Hockey Club. Le LHC connaît les règles du journalisme. Il n'attend aucune complaisance de la part de quiconque, juste de la correction. Voilà, donc ça c'est la position du Lausanne Hockey Club aujourd'hui. Voilà, on a été renseigné par des sources finlandaises. Chris Geiger a repris les propos de ces sources finlandaises. Nous avons relayé parce que c'était une information, à mon sens, quand même intéressante. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour le moment ? Moi, ce que je trouve juste dommage, finalement, c'est un peu comme le cas Fazel. Moi, j'aimerais juste que M. Finger s'exprime, simplement. Moi, je suis persuadé que c'est une bonne personne, mais pourquoi il ne le dit pas ? Au bout d'un moment, finalement, c'est un peu lui qui a attaqué le LHC à travers de lui, qui viennent, qui prennent le micro, qui dit voilà, écoutez, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, je trouve que ça rendrait les choses beaucoup plus simples, plus claires. Et je pense que là, il y a toujours cette espèce d'opacité. Alors maintenant, il y a enfin un communiqué, mais moi, comme j'ai dit, moi j'aimerais bien une fois que M. Finger, avec tout ce qu'il fait, avec tous les bienfaits qu'il fait pour le club, voilà, qu'il s'exprime simplement. Voilà. Ouais. Non, pas grand-chose. Si, non, mais c'est le problème, c'est que moi, ce qui me dérange en tant que passionné de hockey, c'est en fait, je m'en fous. Non, mais c'est vrai. Ma première plante Timberland, c'est la même chose, quoi. Non, mais je m'en fous parce que si on charge un peu toutes les choses, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. On en a parlé en off, hors du hockey, dans la vie de tous les jours, et il y a sur chaque personne, il y a toujours quelque chose à trouver. Maintenant, c'est relayé d'un journal finlandais, et le seul truc qui me dérange, c'est pas outre le contexte Lausanne, c'est l'image que le hockey suisse a.
En Finlande. C'est ça. Ouais. C'est juste ça qui. Et puis eux, ils ont leur cheval de bataille. On sait très bien qu'historiquement, il y a entre les deux peuples, c'est pas le grand amour. On sait très bien qu'aussi, par contre, Jokerit Helsinki a quand même été joué en KHL, donc ils se sont retirés pendant la guerre en Ukraine, au début de la guerre en Ukraine. Donc il y a des rivalités, on le sait, mais n'empêche qu'ils ont une ligne de conduite. Ils ont une ligne de conduite, nous on reprend personne de KHL, etc. Alors c'est leur cheval de bataille et le seul truc c'est que j'espère que ça prétérite pas les éventuels transferts parce que nous ce qu'on veut c'est avoir les meilleurs joueurs et le meilleur championnat en Europe. C'est ça qu'on veut. Et c'est juste ça. Alors après, vous répondre, moi j'ai aucune idée parce que la politique ça m'intéresse pas. À mon petit niveau, moi j'ai des enfants, voilà. Mon plaisir au quotidien c'est cela et puis tout ce qui est ces histoires d'argent voilà, moi comme je vous ai dit auparavant off j'ai des connaissances, ils travaillent avec des Russes, ils arrivent à faire transvaser de l'argent encore actuellement pour pouvoir investir à Dubaï, etc. Donc il y a toujours des choses qui se passent, donc moi j'ai aucune réponse à apporter et pour être complètement sincère je m'en fous. Oui. C'est vrai que ça commence à bien faire tout ça. Nous, on en parle parce que, évidemment, tout le monde doit parler de ça aujourd'hui à Lausanne. Un article de 24 heures, c'est pas anodin. Mais c'est vrai que finalement, parlons hockey maintenant, quoi. Absolument. Alors, moi, comme je vais faire court, hein, comme le dit si bien Laurent, je m'en fiche, mais royalement aussi. Hein. Ces conflits politico-sportifs, ça m'intéresse pas. En plus, là, on est vraiment à une période de hockey vachement excitante. Après, les journalistes, ils font leur travail. Hein. Lisez-les pas. Moi, personnellement, en tant que sportif, ça me fait absolument pas réagir. Et puis, concentrons-nous sur l'aspect sportif. Et d'ailleurs, je voudrais revenir là-dessus quand même sur l'émission de lundi. On a reçu quand même des critiques et puis par rapport à la présence de Chris Gallagher. Non, mais par rapport aussi à mes propos, à mon explication. Ah. Et en fait, je veux quand même préciser certaines choses. Déjà. On est tous émotifs, on est tous dans la passion et puis à un moment donné on veut expliquer des choses, on est au micro et puis ça part un peu dans ton cerveau, ça part un peu dans tous les sens. Lorsque je veux expliquer l'histoire des 9 étrangers, moi je comprends bien que Kovacs et Odette au bout d'un moment on espère les transférer, mais c'est ça que j'ai voulu dire, j'ai mélangé la question. En fait la question était est-ce que c'est bien d'avoir 5 blocs? Oui, il faut 5 blocs dans une équipe. Par contre, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait ton ambassadeur local, Maillard. Il ne faut pas que tu aies ton joueur qui a le plus joué en NHL comme Panic, qui a plus de 500 matchs. Il ne faut pas que tu aies ton buteur patenté, Kovacs. Par contre, l'arrivée du nouvel étranger... le Suédois, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai parlé de ça. Lorsque vous êtes entraîneur, là je voudrais l'avis de Mika, lorsque vous êtes entraîneur, aujourd'hui vous êtes entraîneur en National League, qu'est-ce que vous voulez? Moi personnellement, un gros gardien, un quarterback, donc un gars qui va te faire gagner un blue liner, et puis un gros buteur. L'arrivée de Juice, c'est un immense quarterback, un blue liner, et je vais revenir après sur mes propos. Ensuite, l'arrivée de Suomela, là, c'est la prospection, c'est 72 points. Si vous en faites un ratio dans la même ligue, par exemple, un Kovacs, ils ont été chercher l'année dernière, il avait 41 points, c'était un excellent joueur de la ligue suédoise. Lui, il est à 72 points. Et puis surtout, 40 goals. 40 goals. Dans une ligue ultra défensive. 40 goals. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, quand vous êtes entraîneur, si une saison se passe à merveille, tu as 50 matchs, on va dire, environ 50 matchs, tu fais des séquences de 10 matchs. Pour moi, quand tu es entraîneur et si tu n'as pas tes joueurs majeurs blessés, tu vas gagner 3 matchs sur les 10 parce que tu es plus fort, ton équipe intégrale. Tu vas gagner 2 matchs parce que ton power play va tourner. Tu vas gagner 1 match parce que ton gardien va faire un match énorme, et tu vas gagner 1 match parce que ton buteur il va faire comme Kovar contre Langnau. D'accord ? Si ta saison se passe bien, tu as 7 victoires sur 10, puis à la fin, tu as 105 points et tu es premier au deuxième. Ce que je veux dire par là, c'est que les transferts de Lausanne sont très très intéressants. Et là où je veux venir de Lorikainen, c'est que Lorikainen, plus ça va, plus il est bon. Oui. Et puis à la fin, imaginons ils vont en pré-playoff, ils se qualifient pour les quarts, ils font des quarts magnifiques, magistraux, pardon, et ils vont en demi-finale. Mais le coach, qu'est-ce qu'il va demander ?
il va demander de leur signer. On est d'accord. Donc on est bien à 9 étrangers. C'est là-dessus où il faut expliquer ce que je voulais dire. Ensuite, la dernière chose que je voulais rajouter quand je parle de Juice et de l'insuffisance défensive, c'est ce qui reproche à Zug. C'est ce qui est reproché à Zug, mais c'est ce qui est reproché à Kreis, qui a encore un contrat qu'il ne garde pas, à Schlumpf, à Gross, à Amquist, à Stalder. Et en fait, pourquoi il voulait plus de Juice? Parce qu'il voulait Hanson revient. Hanson, voilà, c'est Hanson ça. Qui est droitier. L'absence d'Hanson, elle a pesé. Et puis on a appris l'arrivée de Bergstrom aussi, peut-être, qui est aussi droitier, et ils veulent de 2 joueurs en poids. Donc là, c'est pas une histoire de performance, c'est une histoire de changement de philosophie. Il y a eu 2 titres. Cette année, ça va pas très bien. On veut changer. Il y a le staff qui a signé. Et en fait, Juice, pour Lausanne, c'est un méga transfert. Et je me suis mal exprimé, mais c'est un méga transfert. Par contre, il faudra lui mettre un défenseur défensif comme avec Gunderson, que tu connais très très bien. Mais avec ces transferts-là, s'ils arrivent à le plus dur pour la direction sportive aujourd'hui, c'est d'arriver à diminuer la masse salariale et se séparer de certains contrats. Dernière chose que je voulais rajouter, c'est sur Maillard. Là, je veux votre avis. Pour moi, Guillaume Maillard, je l'ai entraîné. Je le connais très très bien. Aujourd'hui, si on fait une comparaison avec 2 jeunes joueurs, Jaguer et Maillard, l'année dernière, il a fait 6 goals de passe. Jaguer, 8 goals, 8 passes. Donc 1 à 8 points, 1 à 16 points. Mais un qui avait 37 matchs et l'autre qui avait 51 matchs. Et puis surtout, il ne joue pas les powerplay. Jaguer avait 3 goals. Là, cette année, Maillard, par exemple, il est à 9 points en 30 matchs, en prenant les points avec... Et puis Jaguer, il est à 11 points. D'accord ? Non, pardon. Jaguer, il est un peu plus... Il est à 16 points, pardon. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que pour moi, on sait que Maillard a 3 offres, 2 offres concrètes et un club qui est intéressé, puis que Lausanne doit lui faire une offre. Moi, je reste persuadé que si tu signes Guillaume Maillard, c'est ton ambassadeur. Lorsque tu as des events avec les juniors élites, avec les plus jeunes, c'est un mec qui a été formé au club, qui a envie de rester. Tu peux signer à moins de 200 000 et je reste persuadé que c'est un joueur de powerplay. Si tu donnes du temps de jeu, tu peux l'amener à 20 points et s'il est en pleine réussite, tu peux l'amener à 30 points. Ça peut devenir le Kylian Motet lausannois. Ça peut être le Kylian Motet lausannois et à moins de 200 000. Donc, je sais que ça s'est pas très bien passé entre l'entraîneur qui est directeur sportif maintenant et le joueur, mais moi je pense qu'il a une perspective d'avenir et de la confiance. Aujourd'hui, il joue 8-10 minutes. Je sais que la condition, la problématique du classement fait qu'on ne peut pas peut-être le tester maintenant, mais je reste persuadé que ce jour-là, il peut venir aller chercher ses 20 points et avec un tarif correct et que tu as un gars du cru. Donc moi, j'espère que Lausanne va le re-signer. J'allais dire en fait que si Fribourg n'avait pas re-signé Bikoff, c'était un gars tout à fait nommable dans les rangs des Dragons pour la saison prochaine. Alors il y avait eu des bruits comme quoi Maillard, il me semble, à Fribourg. Ils existent encore pour Non, ils sont toujours en discussion. Pour être complètement transparent, il y a Bienne et Fribourg. Bienne, cette année, avait déjà fait une offre, c'est-à-dire que Bienne voulait reprendre le contrat jusqu'à la fin de saison de Guillaume, mais Lausanne a demandé un surplus et Bienne a refusé. Mais Bienne est dessus. Il y a un 3e club qui n'a pas fait d'offre encore. Il y a Fribourg qui a fait une offre. Et du côté de... Parce qu'il est en fin de contrat. Il est en fin de contrat. Et du côté de l'agent et de la famille de Guillaume, on attend une proposition de Lausanne Hockey Club. Et j'ajoute qu'il a fait 3 saisons à Fribourg en junior. Ouais, mais il veut, dans sa tête, il est lausannois, il veut rester à Lausanne. Et je crois que si ce joueur-là, on lui donne un peu plus, et un peu comme ce qu'on donne à Jaguer, tu ne seras pas déçu. Surtout que 8-10 minutes sans powerplay, il a 0 minutes. Ouais. Bon, on a largement ouvert le dossier Lausanne Hockey Club qui va jouer contre Cloton. Oui, alors déjà, pour revenir rapidement, ils ont fait un super match là, à Davos et puis aller gagner et puis surtout blanchir à Davos avec les Artificica en face, c'est toute l'équipe évidemment. Mais oui, ce week-end c'est Cloton à l'extérieur et Ambry. Ouais. Il est clair, Ambry à la maison, il est clair que tu fais 6 points ce week-end, tu es en pré-playoff. Ouais. Il est clair que tu perds tes 2 matchs, t'es très mal parce que c'est vraiment des matchs à 6 points. Donc là, moi, objectivement, je les vois pas trop avec de la pression parce qu'ils ont quand même un contenu de jeu maintenant, une solidité défensive. Et puis, à part le match contre Genève, ils ont été performants. Donc, ils ont quand même un capital confiance. Et puis Ward est revenu avec son équipe type, ce qu'avait dit Boson dans son interview. Donc ça marche bien. Et je crois qu'on va pas on va prendre les mêmes et on recommence quoi. Attention juste à une chose, Cloton, 8 défaites en 10 rencontres.
Je pense qu'eux, ils savent aussi qu'ils jouent leur post soir, donc ça va être à la vie à la mort ce soir. Franchement, ça va être un gros match. Parce qu'en plus, Cloton, ils ont un point d'avance, sauf erreur, avec 48 matchs et 47 pour Plodin, donc ils savent que s'ils perdent, ils sont morts, Cloton. Donc ce soir, ça va être vraiment à couteau tiré. C'est la soirée qui passionne tout le monde. D'ailleurs, quand Mickaël est arrivé tout à l'heure, on s'en est pas rendu compte, mais il m'a dit, avant de dire bonjour, il m'a dit, t'as vu la soirée qu'on a alors vraiment, c'est vrai que ça va être vraiment ce soir, demain, ce soir et demain. Vraiment. Multiplex le 4, là, ça va être de la folie. Et vraiment, en reparlant de Lausanne, c'est vrai qu'on nous a critiqué pas mal, soit ici à Planète Hockey ou bien moi aussi au Pocaliste, de dire beaucoup de mal sur Lausanne, mais ma foi, on est des spécialistes de hockey, puis on est droit dans nos bottes. On est droit dans nos bottes. Il ne faut pas confondre dire du mal de Lausanne et dire la réalité des chiffres. Mais je veux dire, l'analyse, elle était assez facile, mais aujourd'hui, je dois le dire, vraiment, Lausanne m'impressionne. Alors, m'impressionne par rapport à la réaction. C'est vrai, avec l'équipe qu'ils ont, ils se devaient en tout cas des objectifs de pré-saison, d'être en tout cas dans les pré-playoffs. Mais là, de la façon dont ils jouent, je me suis entretenu longuement avec un des joueurs du LHC. Ils m'ont dit vraiment, le Ward, il fait l'unanimité. Vraiment, il laisse rien au hasard. Tous les détails, niveau défensif, système, tout marche super bien. Et on sait très bien que des matchs, on les gagne défensivement, là ils le font bien, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est créé et c'est vrai que là finalement tout va se jouer ce week-end, mais dans la façon dont les choses se déroulent, les équipes qui sont devant, Lugano, Dancy, ils sont capables d'en perdre 4 de suite comme d'en gagner 4 de suite, Cloton qui c'est vraiment de la chute libre, Berne aussi, il faut aussi en parler parce qu'ils sont pas sortis d'affaires, ils ont 67 points, mais il y a Langnau qui ont quand même 2 points derrière la 12e place, mais il y a Ambry Lausanne contre couteau entre les dents, donc Berne aussi, ils sont pas dans. C'est fou les matchs week-end. Vraiment. Et puis Zouk Fribourg. Et Zouk Fribourg, après on en reviendra peut-être après, mais c'est vrai que cette fin de saison, elle est vraiment pas. Ce qui explique que de nombreux pays commencent à vouloir obtenir les images du championnat de Suisse. Alors désormais on peut le dire, derrière la NHL, le championnat de Suisse, c'est le championnat le plus attrayant, clairement. C'est cette année, c'est surtout dans la façon dont il se joue. Ce qui énerve un peu les Finlandais. Non mais surtout dans la façon dont il se joue, c'est-à-dire que c'est très très offensif. Mais moi je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Mika, sur les gens qui sont pas contents. Évidemment que des fois moi je voudrais faire un mea culpa sur une chose. Évidemment que des fois on est dans la passion. Mais par exemple moi lundi j'étais excédé d'une chose et ça s'est ressenti dans mes propos. Mais mon excès il était sur une chose. Ce que j'aime c'est la transparence. Par exemple, quand il y a eu la période des transferts et que c'était la fin, Steinegger, il est arrivé, il a dit il n'y a rien qui nous intéresse ou il y a peut-être ce joueur qui nous intéresse. Et moi j'étais très énervé lundi parce que le cas Kalov, c'est ce qui m'a énervé, c'est qu'on savait très bien qu'il avait signé lundi, le mardi, moi j'aurais aimé qu'on nous dise on prend Kalov, on sait que c'est un gars qui n'a pas joué depuis le 9, on va le remettre en forme, on ne sait jamais s'il y a des blessures et si on va loin dans la saison, on en aura besoin. Et puis il n'y avait pas de problème. C'est une option droitière. C'est juste ça, c'est que en fait, Chris Geiger a expliqué que c'était un grand canton avec beaucoup de monde, beaucoup de passion. On a reçu aussi une lettre ouverte un petit peu sur le forum, tous les deux là, Philippe et moi. Et puis moi j'ai bien aimé les propos du monsieur, mais par contre, ce qu'on aimerait, c'est justement comme c'est un club passionné et passionnant. Soyez comme votre public, c'est-à-dire à la hauteur de votre public. C'est-à-dire simple, dire les choses. Voilà, Kalov, on sait qu'il sera pas dans notre top 6, mais par contre, on sait que si on a des blessés, c'est un droitier, il peut être intéressant. On l'a signé lundi, puis il n'y a pas d'histoire. Et ça évite aussi. Mais ça c'est aussi nous, on doit faire attention avec ça. Tout ça dans un monde idéal, bien sûr. Il faut faire attention avec les mea culpa de Laurent parce qu'il est en train de se ramollir. Mais non, mais pas du tout. Mais en fait, on peut le citer. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup à Lausanne qui s'appelle Damien Ménard, qui est un fan que vous connaissez aussi, qui m'a écrit, puis ça m'a beaucoup touché. En fait, ça m'a touché plus que je le pensais. Et finalement, j'ai réfléchi, j'ai réécouté. Et c'est vrai que des fois, on doit faire attention. On doit faire attention à nos propos et surtout la passion. En fait, quand on est très très passionné et qu'il y a des. Ça prend parfois un peu. Moi, je déteste l'injustice. Je déteste l'injustice et puis quand tu te fous de ma gueule, ça me gave. Et puis du coup, quand on parle de quelqu'un, en fait, si cette personne est employée dans une société, tu parles de la société évidemment. Et du coup, tout le monde c'est là où on doit être vigilant. On enchaîne avec les matchs qui ont une importance considérable évidemment pour Lausanne. Ambry, ça reçoit Davos et puis Davos qui vient de perdre contre Lausanne, donc évidemment c'est de la folie. Bien Fribourg.
Et Bienne, comme ils jouent bien en ce moment aussi, ils sont repris. Fribourg, va falloir aller gagner à Bienne. Hein. Ça va pour la 6e place. Ouais, mais historiquement, ouais, et puis Fribourg a beaucoup de succès à Bienne. Hein. Exactement, et puis ils n'ont pas le couteau entre les mains parce que Bienne a pratiquement assuré sa 2e place. Ensuite, on a un Rapperswil-Berne. Là, c'est pareil. Rapperswil a assuré un petit peu. C'est Berne qui doit vraiment faire le job. Et on finit avec Lugano-Genève. Ouais. Et Lugano Marco Müller blessé. Et ils ont perdu Arcobello. Hein. Lugano, c'est un peu les grands perdants avec pour l'instant Langnau qui a perdu Ekin et puis Michaelis. Ça fait beaucoup pour des équipes de ce calibre-là. Ouais, c'est un peu le même ratio que Ambry joue Davos qui sont dehors du Rubicon et Lugano joue Servette qui part. Non mais le match phare pour moi c'est vraiment le Cloton-Lausanne. Le Cloton-Lausanne ce soir c'est absolument à regarder puis ça va être très intense. Mais sur la profondeur d'effectif, Lausanne a la capacité de l'emporter. Il faut voir la performance de Metzola. Les deux gardiens ils vont être vraiment comparés ce soir. Et surtout pour Lausanne il faut être très discipliné parce que leur power play, ils ont vraiment les 5 étrangers quand ils sont ensemble sur la glace, le power play, c'est vraiment très très bon. D'ailleurs, Roxalanen a annoncé son départ de Cloton. Peut-être pour la Suisse, peut-être pour ailleurs. Juste peut-être pour en finir avec Lausanne, si on passe à l'autre chapitre, si Lausanne devait se qualifier pour les pré-playoffs. Attention. Parce que déjà, ce qu'il faudra dire, c'est que si on faisait le bilan, je veux dire, Lausanne qui se qualifie pour les pré-playoffs, c'est une saison réussie. Par rapport d'où ils viennent. Mais même si on faisait un pronostic d'avant-saison, sachant que voilà, il y a des garanties pour personne à part Genève peut-être et puis Bienne. Mais sinon, on peut dire saison réussie. Et puis là, je peux te dire que je ne sais pas qui c'est qu'ils vont prendre s'ils le font en 7e. Mais imagine, j'aimerais pas être l'équipe face à Lausanne. L'euphorie à la patinoire. Lausanne, ça va être plein pété, ça va être terrible. Ouais, non, mais ça passe par un gros week-end là. Ouais. Gros week-end. Mais ils peuvent le faire, ils sont capables. En tout cas, c'est extrêmement serré. Et même si au niveau comptable, ça se présente plutôt bien pour certains clubs. Je pense évidemment à Rapperswil, voire même Davos ou Zurich, qui ont quand même 5 points d'avance sur Fribourg. Aujourd'hui, sur les 14 clubs de l'élite, il n'y en a que 3 qui sont fixés sur leur sort. Hein. Ce sont Genève et Bienne qui sont certains d'être en play-off, et puis Ajoie qui est certain de jouer sa tête. Ça veut dire qu'il y a 11 clubs qui aujourd'hui ne savent toujours pas exactement sur quelle barre ils vont être. Exactement. Et c'est vrai que c'est fou ça. Il y a Bienne, Genève qui sont dehors. Il y a un groupetto de 3 équipes rapides Davos, ZSC qui sont quand même dans le top dessus. Puis après, il y a le show pour la 6e place Fribourg-Zug. Et puis après, alors effectivement, c'est hyper ouvert. Mais en tout cas, moi je constate une chose, il n'y a plus personne qui dit que les pré-playoffs c'est pas bien. Ah ça c'est sûr. Absolument. Et là surtout que... ça c'est pour le moment. Après, bien sûr, ça va aller en 3 matchs et puis si sur le 3e match il y a une grosse erreur de vidéo ou d'arbitrage, on en reparlera, mais c'est vrai que le championnat est intéressant. Ça pourrait être un débat parce que c'est vrai que jouer finalement une saison best of 3... compliqué, mais après, au moins 5. Après, moi je suis d'accord pour le 5. Moi je trouve que c'est plus révélateur du niveau des équipes. En 3 du niveau. En 3 non. C'est dur en 3. Hein. Ah ouais. Le problème c'est que pendant ce temps les autres ils attendent. C'est dur en 3, tu sais, tu vas à l'extérieur. Même dans les ligues inférieures. Tu vas mais tu vas à l'extérieur, tu fais un premier match, c'est l'euphorie, tu viens de te qualifier, tu sais comment c'est. Hein. Tu as toujours un down en disant on va voir comment ça se passe, tu joues pas très bien, le match d'après tu fais un super match, l'arbitrage il fait une grosse erreur à la fin, tu perds. 2-0, t'es éliminé, c'est dur. Hein. C'est dur. Ah, tu peux tout perdre sur un coup de poker. Bon, maintenant, venir sur samedi. Hein. Allons-y. Samedi, bon, bah, il y a Berne. Il nous reste 12 minutes. Ouais, samedi, il y a Berne qui. Bah, c'est bon, on a le temps. On est bien, on a le temps. On est pas mal. Il y a Berne qui. On va revenir plusieurs fois, Michael, encore. Il devient sage. Il nous calme. Vous ramollissez, c'est bien ce que je dis. Non, dites pas ça, il y a ma femme qui écoute. Berne-Ajoie, donc samedi soir, pareil, bah là Berne ne peut pas se rater. Ambry Davos. Wow. Ouais. Et ensuite Fribourg Rapi. Fribourg, c'est pas simple. Hein. Et Genève, Zurich. Alors moi je vais. On m'a reproché aussi d'être pour Genève. Alors je suis absolument pas pour Genève. Je suis pour le beau jeu. Mais là j'y vais vraiment dans le cadre du travail puisque dimanche on a Zurich Zug. Il y a un Zug Bienne. Et puis, on en a parlé, pour moi encore, le match
désolé, mais le match majeur du week-end, c'est Lausanne-Ambry, quoi. Ouais. Lausanne-Ambry par rapport à cette. C'est Lausanne-Ambry et Cloton-Lausanne. Ouais, les deux matchs de Lausanne. C'est ça, les deux matchs de Lausanne, c'est vraiment. Et puis le match dimanche, il y a le match of the week, Zurich-Zug. Mais vraiment, ça va. Là, Fribourg va à Bienne et Fribourg reçoit Rapid pour parler un peu de Fribourg. Et Zug, parce que. Zug, il joue. À la maison contre Bienne. À la maison contre Bienne. Et le dimanche, vous vous rappelez, en match of the week, le 27 novembre, on avait eu un Zug-Zurich qui était magnifique. Il y avait eu 6-4, Zurich qui était allé gagner 6-4 à Zug. Là, il y a un Zurich-Zug. Ouais, donc, et les deux équipes qui sont en train de nouveau de remonter, quoi. Donc, Andrigetto est toujours pas là et de l'autre côté Hoffman n'est pas là. Hoffman toujours blessé, toujours blessé. Mais là, tu as parlé de Kovar, mais Marchini et Kovar. Marchini aussi, il faut en parler. Marchini. Depuis qu'il a signé son contrat, je pense qu'ils ont bien fait de le signer, mais vraiment, il a ses plus belles saisons. Vraiment, bon, il est encore jeune, il est dans la fleur de l'âge, mais quelle saison de Marchini. Ouais, c'est un beau joueur, moi j'adore. Vous avez encore d'autres je vous vois sortir vos statistiques, Laurent, là, allez-y, faites-nous plaisir. Non, mais en fait... rappelant toujours, comme je le disais la dernière fois, que le maître Capello les statistiques, c'est comme les mini-jupes, ça cache l'essentiel. Voilà. Comme disait Jean-Jacques Tillman. Non, mais... il s'en fout, lui. Je dis ça, alors la poésie, je croyais qu'il était... Mais non. Si, maintenant, il est dans le rap. Je suis dans le rap, j'ai changé un petit peu. Non, mais ce que je regardais encore les affiches et puis j'essaye de faire des perspectives, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que si d'un coup c'est un peu le statu quo et puis que chacun en gagne une, ce qui est fou depuis 3 semaines, c'est que finalement ça pourrait jouer au dernier match. À chaque week-end on se dit là ce week-end c'est bon. Et puis d'un coup on dit Langnau il décroche pas, il décroche et puis Langnau va regagner encore. Et du coup là ça peut si on fait un concours de pronostics là ça peut encore de nouveau se jouer mais ça serait magnifique. Au dernier match. Mais d'ailleurs l'avant-dernier match c'est un certain Ambry-Lugano le derby qu'il va y avoir. Ça va être juste. Et puis Lugano va être blessé et tout, ça va être chaud. Ça va être juste. Mais bon, comme tu le dis, ça fait un moment qu'on se dit ce week-end, ça va tous décider là parce qu'il n'y a que des surprises. Ouais. Par exemple, week-end passé, il y a Ambry qui va jouer à Bienne. Et puis, je peux te dire que moi, j'y étais ces 5 dernières années à Bienne. On s'est pris des roustes à chaque fois. Ouais. Et là, tu te dis, OK, tu fais une prévision après les matchs. OK, il devrait gagner, il devrait perdre, machin. Donc, puis finalement, il n'y a que des surprises. Il n'y a que des surprises. Donc, finalement, tu essayes de prédire des choses. Et puis, si les prédictions étaient justes, tu te dis, OK, ce week-end-là, ça aurait dû jouer. Mais il n'y a que des surprises. Et puis, c'est ce qui rend vraiment cette année, cette saison vraiment exceptionnelle. Est-ce que finalement, c'est pas aussi un petit peu l'influence des 6 étrangers? Parce que tu prends une équipe comme Langnau, t'enlèves 2 étrangers, peut-être que c'est quand même nettement moins fort. Mais ça, c'était à prévoir. Toutes les petites équipes avaient intérêt à ce que la loi des 6 étrangers passe, parce que c'est vrai qu'au niveau des Suisses, quand tu es une petite équipe, tes bons joueurs suisses vont aller dans les grosses équipes. Et puis la seule différence où là tu peux faire, c'est qu'en général, on les connaît, les étrangers, c'est des mercenaires, ils vont là où il y a de l'argent. On va pas se le cacher. Je veux dire, c'est facile d'attirer aussi un bon étranger à Langnau, à Ambry, tant que tu surenchéris, c'est bon. Donc là, ça laisse aussi la possibilité pour les petites équipes d'avoir des bons étrangers. Et en fait, vous me tendez la perche sur une réflexion que je m'étais faite et je pensais justement terminer l'émission avec ça, donc ça va bien. Cette année, il y a des étrangers exceptionnels à peu près partout. Mais finalement, ceux qui sont un peu les dindons de la farce dans tout ça, ce sont les étrangers qui étaient en Swiss League et qui trouvaient un engagement pour éventuellement aller jouer un titre en National League chaque année, comme renfort. Et c'est fini, on n'en a aucun qui a évolué. Vous rappelez les chiffres que je vous ai donnés, il y a plus de 90 étrangers dans le championnat avec les dernières arrivées. Et les étrangers qui pouvaient utiliser finalement la Swiss League comme tremplin pour signer une première fois en National League, ils n'entrent absolument pas en ligne de compte depuis cette année. Moi je dirais qu'il y a 2 cas. Il y a justement les étrangers qui pouvaient, type Hang. Je pensais à lui. Type Hang, des gars qui ont prouvé certaines choses, type le défenseur qui joue à Joie, TJ Brennan, ce joueur-là. Et puis, pour moi, les 2 problématiques, c'est celle-là et les gardiens. Les gardiens, je suis désolé, mais encore le Rikainen qui est en train de... Tout le monde a dit oui, il était 3e gardien, 2e, il va pas... Nous en premier d'ailleurs. Il va pas faire le job. Il est très très bon. Et Poulenov, licence suisse, pour l'instant, il joue pas. Rubec, meilleur gardien du championnat. Sateri, exceptionnel. Metsola, exceptionnel.
quand on verra. Hein. Mais à la conclusion, on nous a souvent reproché d'être pro-Genève. Moi, j'ai toujours dit ici dans cette émission que un bon coach, Cadieux, il va être jugé en play-off. Il va être jugé un coach correct s'il est en demi-finale avec l'équipe qu'il a. Un bon coach, il va en finale, et un très bon coach s'il est champion. S'il est éliminé en quart, il aura peut-être pas une prolongation. Donc la vie d'un coach et puis entre l'échec et la victoire est très très fragile. Et c'est là-dessus où des fois j'ai du mal, quand j'écoute les commentaires, de savoir s'il est bon ou pas bon. Est-ce que tu es là au bon moment? Est-ce que tu as les joueurs en forme au bon moment? Je vous ai fait une statistique tout à l'heure sur des matchs, sur des séries de 10 matchs avec une équipe cohérente. T'en gagnes 7. Mais évidemment, Lausanne a eu beaucoup de blessés en début de saison. Fribourg a perdu Sorensen en début de saison, qui était le joueur qui remplaçait numériquement Didier Monico. Donc Berra. Donc ça change complètement la donne. Donc il y a plein de facteurs. Et pour moi, les gardiens aujourd'hui, là où je veux finir, c'est que si évidemment une équipe favorite avec un gardien suisse ne gagne pas, qu'est-ce qu'elle va faire l'année prochaine? Et c'est pour ça que je dis toujours, on va changer le règlement selon les performances de l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, si d'un coup on commence à descendre et que l'opinion publique, parce que c'est un sport majeur le hockey en Suisse, si on n'a pas des bons résultats avec l'équipe nationale, on va réfléchir pourquoi. Et là, peut-être qu'il y aura un changement de règlement, comme ça s'est passé avec. Mais on aura perdu au Québec. Québec pour les gardiens. Et justement, par rapport à ce règlement, on va de toute façon, là où il y aura un changement de règlement, c'est quand l'ère Genoni Berra se sera terminée, parce que c'est l'année prochaine, voire dans 2 ans, et après on fait quoi? Oui, mais c'est ça le problème. Donc finalement, on se retrouve avec les. Il y a Vutriche qui est en train de. Il y a Vutriche, mais ouais, c'est un des seuls clubs où on Pottelberg. Mais c'est pas Berra, c'est pas. Et le problème, c'est que il y a la moitié des positions qui sont prises par les étrangers. Donc là, rien que par rapport à ça, il y aura des nouvelles règles. Ce qui est fou, c'est que dans l'opinion publique, quand je vais au Vernet, par exemple, j'ai entendu quelques fois les spectateurs assidus me demander mais tu penses qu'ils vont prendre un gardien étranger alors qu'ils ont 2 très bons gardiens suisses? Donc il y a quand même cette perspective de résultat qui fait que finalement on oublie les principes fondamentaux, c'est-à-dire la formation et l'équipe nationale. Pour moi, en tant que formateur, c'est ce qui te motive. Ouais. C'est-à-dire d'arriver à sortir des joueurs qui puissent aller jouer comme professionnels, et puis éventuellement pour l'équipe nationale. Et je ne suis pas né en Suisse, mais moi, je suis toujours frustré de 2013 et de 2018. Je l'ai vécu en tant que juste consultant, et j'ai vécu des moments... tu es à l'intérieur de l'événement en fait. Et c'est ça que j'aimerais qu'on réfléchisse, parce que c'est un peu comme le règlement que je vous avais parlé où là si le gars il a sa cuissette qui est dans la zone du gardien, on annule le goal. J'ai dit il faut absolument qu'ils se réunissent. L'émission dernière tu n'étais pas là, Mika, j'ai dit que les directeurs sportifs doivent se réunir avant les playoffs, parce qu'il y a 3-3 en finale et puis qu'il y a un goal et où ça gêne pas le gardien qui est annulé et puis tu perds la finale. Je te dis pas le scandale. Donc là les directeurs sportifs ils ont une immense responsabilité sur tous ces petits détails là et l'évolution du hockey suisse. Mais c'est marrant, on en parlait l'autre fois, Stéphane Waite, entraîneur des gardiens au Canada, ils en parlent parce que justement c'est exactement ce qu'on est un peu en train de vivre, c'est-à-dire qu'à un moment donné ils ont fait une statistique il y a 15 ans, 20 ans en arrière, il y avait 18 gardiens en NHL et québécois. Et aujourd'hui il y en a 2. Et en fait, ils expliquaient que voilà quoi. Dans un premier temps, une des mesures qui a été prise, ça a été justement de stopper en Ligue junior majeure les gardiens étrangers. Interdiction des gardiens étrangers. Ouais. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que tu te dis plus finalement, tu te dis mais le vivier des gardiens finlandais, suédois, c'est un truc de fou quoi. Et en fait, on en a parlé avec Marc Gauchi. La 2e division, c'est pas plus de genre 3 gars de plus de 25 ans, que des jeunes, et ils jouent tous. Et c'est tous. En fait, les étrangers vont pas là-bas parce que peut-être qu'il y a moins d'argent, bien sûr. Et il y a, justement, je voulais parler de ça. À contrario, le match dernier, Zurich, il y a un jeune défenseur, 16 ans, qui a joué avec Zurich. J'ai oublié son nom, mais ça m'a frappé. Comme il n'hésitait pas à monter, comme il était tranquille sur la glace. Donc il y a quand même du talent. Donc justement, il faut qu'on arrive à trouver
là, on est à la croisée des chemins. Il faut qu'on arrive à trouver le bon consensus pour qu'on continue à avoir une bonne équipe nationale et qu'on continue à avoir un championnat passionnant. Parce que le championnat suisse, c'est pas un championnat physique. Hein. C'est un championnat où ça patine. Et je trouve qu'en plus, avec la nouvelle réglementation, ça te frappe de moins en moins. Donc, en termes de spectacle, c'est magnifique. Mais par contre, il faut qu'on arrive à allier les deux, la qualité du championnat, la formation pour l'équipe nationale. Bon, messieurs, on va retourner devant nos écrans respectifs, là, hein, c'est l'heure. Les matchs vont débuter bientôt. Merci encore une fois. On va terminer sur une note un peu plus légère. Vous parliez d'étiquettes tout à l'heure. Alors oui, c'est vrai, on vous colle l'étiquette pro-Lausanne ou anti-Lausanne, pro-Genève ou anti-Genève. Bon, mais ça, c'est pour Laurent Perroton. Vous, on connaît vos liens peut-être familiaux avec le HC Bienne. Moi, on m'a toujours collé les avec Marie-Jeanne aussi. Avec Marie-Jeanne aussi. Moi, on m'a toujours collé mais moi, j'ai fait mes juniors à Lausanne. Voilà, hein. moi, on m'a toujours collé l'étiquette Fribourg-Gotteron. Alors, justement, c'est ce que je voulais dire, je te l'annonce aujourd'hui, puisqu'il y a un club qui n'est pas représenté, c'est le HC Ajoie. Dès ce jour, tu es donc notre représentant jurassien, Michael Ngoy. Voilà. Moi, j'ai 2 grands-mères jurassiennes. Bon, voilà. Merci encore une fois de nous avoir suivis. C'était le premier bloc, le Before, depuis le tête de course, le Bike and Coffee de la rue Violier à Nyon. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 20h en rediffusion. Et puis, n'oubliez pas qu'on se retrouve lundi, peut-être avec un bel invité. On n'a pas encore la confirmation. Non, pas encore, on peut pas en parler. C'est un gros transfert. Voilà, ça. Si ça marche, c'est un gros event. Ouais, voilà. Mais bref, restez attentifs et n'hésitez pas à aller voir le site planètehockey.com. Et n'hésitez pas à nous poser des questions pour le lundi. C'est anecdotes et questions souvent. Donc on y répondra avec toute notre franchise. Absolument. Vous pouvez nous retrouver également sur Planète Hockey Center. Ça, c'est sur YouTube. N'oubliez pas non plus que vu le nombre impressionnant de matchs, et on est vraiment aussi en plein dans les playoffs et ça se joue maintenant. Parfois, il y a du best of three aussi en deuxième ligue, en troisième ligue, c'est terrible. Première ligue, ça joue ce week-end. Deux matchs et vous êtes poussés, quoi. C'est terrible. Et puis la MySport qui commence ce week-end. Absolument. C'est money time partout. La Swiss League qui arrive gentiment en demi-finale. Ouais, c'est passionnant, sans oublier évidemment les championnats féminin ainsi que junior où tout est à peu près dessiné maintenant au niveau de la saison régulière, en tout cas chez les U20. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que le hockey sur glace c'est bien, mais le hockey sur place c'est mieux. Et vive le hockey roman. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Bye bye. C'était Laurent Perroton, c'était Michael Ngoy, c'était Christian Puty, Philippe Ducaro à la présentation, animation, ce que vous voulez, en fait, en clown blanc de cette émission. Et à très bientôt. Bye bye.